sur un mode d'emploi pour les managers et bien évidemment tous les RRH. Juste si vous n'avez pas tous vu ces deux informations, si vous pouviez couper le micro pendant la présentation, bien évidemment, si vous avez des questions, n'oubliez pas de le rebrancher. Et puis, ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en replay parce que le dernier temps, on a eu beaucoup de demandes en ce sens. Donc, on s'était dit que ça serait sympathique de répondre à votre demande. Donc, la motivation. La motivation, un sujet ancien, mais toujours d'actualité. Nicole. Donc, la motivation. La motivation. De quoi parle-t-on? Comme tu le dis, Alexandra, en fait, c'est un sujet qu'on évoque fréquemment dans le monde des RH, dans le management, à titre personnel, finalement, avec autant de réponses que de questions posées. On voit aussi que finalement, les réponses sont un peu situationnelles, liées au recrutement, à la mobilité. Et les gens nous disent qu'ils sont motivés par le résultat, par le travail en équipe, par le sens du collectif, la rémunération, les conditions de travail. En fait, ce sont des réponses génériques qui sont bien loin des motivations réelles. Et en fait, on va aujourd'hui aller plus loin dans cette réflexion et vous parler de notre vision de la motivation. Alexandra, tu vas pouvoir commencer à nous en parler de cette notion de motivation. En fait, tout ce que l'on sait, la manière dont la motivation est abordée depuis toujours et jusqu'ici, c'est le carburant de nos projets, c'est une sorte de force comme ça invisible qui nous guide, qui nous permet d'avancer malgré les obstacles, les difficultés, et c'est aussi un comportement, parce qu'un comportement qui a une raison, une énergie et une direction. Ce qu'on sait, c'est que la motivation est une composante de la performance au travail, mais pas que. La performance dépend globalement de 3 facteurs, dépend bien évidemment de la motivation, des capacités de chaque personne et puis de l'environnement dans lequel on se trouve. À tel point que si on pouvait avoir 2 motivations égales chez 2 personnes, on verrait que si le contexte est favorable, si les capacités sont supérieures, il y a plus de réussite. Donc, la motivation est très importante dans un recrutement, dans une mobilité, dans une promotion, mais il faut tout de même relativiser son importance. Si vous preniez 2 minutes en dialogue avec vous-même, en répondant à la question, quelles sont vos motivations? Quel est votre carburant? Mais de manière profonde, intrinsèque, solide. 2 minutes. Ça, vous garderez pour vous, mais juste pour l'exercice. C'est facile de répondre à cette question, déjà pour vous-même? Je vois Yann qui fait peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc, vous voyez que déjà, si pour nous-mêmes, c'est difficile de nous dire à nous-mêmes, voilà ce qui me motive réellement, voilà quel est mon carburant. Donc, on sait pourquoi, parce que dans la motivation, il y a des processus dynamiques, conscients, mais surtout inconscients. Et ce côté inconscient qui rend la découverte des motivations pour soi-même un peu plus difficile. La fête du court-métrage, c'est du 16 au 22 mars partout en France, près de chez vous. Une semaine pour célébrer et partager de grands moments de cinéma court. Rendez-vous sur lafêteducourt.com. Retrouvez aussi le meilleur du court-métrage dans Libre Court le mardi sur France 3. Le dimanche sur France 2. Alors,
La motivation est une thématique complexe. Vous le savez tous, il y a beaucoup de théories, plus ou moins pertinentes, plus ou moins opérationnelles. Bon, d'une certaine manière, tout le monde a raison. Il y a beaucoup de théories et comme chaque fois, il y a beaucoup de conseils à l'adresse des managers, à l'adresse des RRH, pour motiver les équipes, pour motiver les troupes. Donc, on a satisfaire les besoins, rendre le travail plus intéressant, manager par objectif, soutenir, analyser les difficultés rencontrées et en faire une opportunité d'apprentissage. Donc, tout ça, c'est du déjà connu, du déjà vu. Et vous, encore 2 minutes de réflexion personnelle. Comment peut-on vous motiver? Je suis votre manager et je n'ai qu'un souci, qu'un désir profond de vous motiver. De quoi avez-vous besoin pour être motivé? Est-ce que c'est si facile que ça à répondre à cette question? Je vois Yann en pleine réflexion, donc vous voyez, encore une fois, c'est parfois, on demande au manager de nous motiver, mais qu'est-ce qui nous motive? On lui demande quelque chose, de nous aider à faire quelque chose qu'on a du mal nous-mêmes à identifier. Alors, Nicole, et comment on va résoudre ce problème? Comment on va résoudre ce problème de la motivation, en fait. Malgré tout, pour aller un peu plus loin par rapport à ce que tu dis, Alexandra, on va mener une réflexion pour nous-mêmes, on va finir par avoir une idée plus ou moins claire sur ce qui nous motive. On va dire plus ou moins clair, mais on va éclairer un peu ce champ. Alors que savoir ce qui motive les autres est extrêmement compliqué parce que ce sont des éléments qui sont de l'ordre du besoin, des dimensions liées à la personnalité, au contexte. En fait, on se rend compte que finalement, il n'y a rien de stable à ce moment-là et qu'en fonction du contexte, on va se dire, je suis motivé par le résultat, je suis motivé par ce projet, je suis motivé par un contexte créatif. Donc, de tout un peu, un pot pourri qui finalement est complexe à gérer. Nous allons vous parler ce matin, donc, de la motivation par l'approche neurocognitive. En fait, une approche neurocognitive et comportementale qui est proposée par l'ANC et qui est centrée sur 2 déterminants fondamentaux et relativement faciles à diagnostiquer et mobiliser. En fait, on sait maintenant que l'on a 2 niveaux de motivation, la motivation primaire et la motivation secondaire. C'est basé sur des éléments cognitifs. Qu'est-ce que c'est exactement cette motivation primaire et secondaire? Eh bien, Alexandra, je te passe la parole. Alors, la motivation primaire est appelée aussi intrinsèque, profonde, durable, spontanée. En fait, ce sont les caractéristiques de cette motivation primaire. Pourquoi motivation primaire? Parce qu'elle se forge en premier au tout début de notre vie. Il y a des études qui montrent qu'on parle d'empreinte. On parle de cette empreinte de la motivation. Cette empreinte se forme les 3 premiers mois de la vie. Donc, de 0 à 3 mois, le bébé forme ses motivations primaires. Pour vous donner un exemple, il paraît que chez les canards, ça dure 8 minutes. Donc, c'est assez long chez nous, 3 mois. Donc, même si ça paraît très peu. Et le poisson, 1 seconde. Le poisson, voilà, le poisson, 1 seconde. Pourquoi elle est primaire? Parce qu'on dit que les premières expériences vécues par le petit enfant vont déclencher chez lui du stress ou du calme, de l'angoisse ou de la sérénité.
Et tout ça, ça va s'imprimer dans sa mémoire de façon indélébile, on ne pourra plus jamais l'enlever. Et c'est ça qui va contribuer à la formation, à la structuration de ces motivations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la limite entre motivation et personnalité, parce que c'est ça qui va donner de la couleur et du relief à notre personnalité. Ce sont nos motivations primaires et nos motivations secondaires qui vont, je dirais, mettre leur empreinte sur notre personnalité. Donc, elle est intrinsèque parce qu'elle est inconditionnelle. Ça veut dire qu'elle est indépendante de tout facteur externe. Donc, pourquoi intrinsèque aussi? Parce que si j'ai plaisir à faire une action, que l'environnement soit propice ou pas, que les collègues soient sympas ou pas, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, mon plaisir est dans l'action et ça ne dépend ni du résultat, ni de l'environnement, ni de la reconnaissance que je peux ou pas obtenir. Elle est durable parce que vous vous rendez compte que dans ce cas-là, c'est le plaisir à l'intérêt de l'action. Donc, c'est un réservoir inépuisable d'énergie, donc ça qui va nous conduire à la persévérance, à l'aisance, mais aussi à l'épanouissement. On dit que la motivation primaire ne sait pas ce que c'est l'effort. Elle n'est perturbée ni par les obstacles, ni par les difficultés. Donc, c'est hyper intéressant pour chacun d'entre nous. On dit aussi qu'elle est spontanée. Pourquoi? Parce que pour surgir, si vous voulez, elle n'a pas besoin de réflexion, elle n'a pas besoin d'apprentissage, elle est là, ancrée une fois pour toutes, désintéressée parce qu'elle n'attend pas de récompense, elle n'attend pas de résultat. Elle est peu perméable aux charges émotionnelles dues au stress, aux angoisses, aux difficultés. Et puis, nous ressource même quand on est fatigué. Donc, c'est hyper important cette notion de motivation primaire. Et la secondaire, Nicole, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, la secondaire, elle est extrinsèque, elle est conditionnelle. On dit qu'elle est dépendante du résultat. Je m'explique. En fait, imaginons que l'on ait comme motivation secondaire, et on en a plusieurs en fait, la notion de compétition, par exemple. Et lorsqu'on atteint le résultat, quand on est sur un mode compétition, eh bien, c'est extrêmement positif, ça nous booste et ça nous permet d'aller plus loin, voire même, elle inhibe les motivations primaires. En fait, on est content puisque on réussit fort bien. Elle est différente de la motivation primaire parce qu'elle est évolutive. Et si donc on n'atteint pas le résultat, ça nous met dans une situation de danger quelquefois, de danger de plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, on reprend la compétition. En fait, on n'atteint plus, on n'est plus le numéro 1. Eh bien, on va surinvestir, on va travailler de plus en plus, on est toujours insatisfait, on a les gens en face de nous qui disent « mais t'as vu, c'est quand même bien » et on en fait de plus en plus, c'est comme un hamster dans une boule et jamais on est satisfait. On court après l'impossible. Et ça nous amène à des situations que l'on connaît bien autour de nous, l'épuisement, et ça peut donc aller même jusqu'au burn-out. Et c'est autour de ces motivations secondaires du surinvestissement que nous, RH et managers, on doit et on peut travailler et essayer de comprendre cette notion-là. Voilà pour cette motivation secondaire qui, elle, est moins stable. Moins stable et elle est dépendante de l'environnement. De l'environnement et du résultat. Après, si on reprenait la motivation primaire, comme pour la motivation primaire, donc il n'y a pas d'effort, il y a du plaisir, elle est primordiale pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Et quand j'agis
que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, en fonction de mes motivations primaires, ça veut dire que j'ai la possibilité d'exploiter pleinement mes talents et mon potentiel au bénéfice de l'entreprise, du collectif, de l'équipe, mais aussi de m'épanouir. Donc, on voit bien que la motivation primaire, c'est le terreau de nos talents et de nos potentialités. Et quand à la fois, donc, il y a potentiel, épanouissement et performance, on va parler de zone de performance durable. En fait, c'est la zone tout simplement d'expression de mes motivations primaires dans laquelle j'apprends, je me développe, je fonctionne à mon rythme ou au bon rythme, si vous voulez, avec à la fois autonomie et efficacité, facilité et plaisir, parce que je vous rappelle, je ne connais pas, moi, motivation primaire, les obstacles, les difficultés, l'angoisse, le stress. J'évolue dans un esprit naturel d'amélioration continue, je ne me pose même pas la question, j'avance. Mais à tel point que je vais au-delà de ce qui est attendu de moi. Et c'est en cela que c'est une zone de performance durable. C'est intéressant d'évoluer dans cette zone-là, non seulement pour la performance individuelle et collective, mais aussi parce que lorsque je suis dans cette zone, j'ai une bonne capacité à me remettre en cause. Je ne suis pas stressée, angoissée, donc j'écoute ce qu'on me dit, je prends en compte. J'ai une bonne ouverture à d'autres manières de faire, à d'autres manières d'agir, parce que je suis dans une optique naturelle d'amélioration. Et puis, bien évidemment, je suis sereine. Donc, vous voyez les avantages de la zone de performance durable, zone d'expression de mes motivations primaires. Et alors, Nicole, comment peut-on la débusquer, cette motivation primaire? Comment peut-on l'appréhender? D'ailleurs, d'abord, on va dire que comment la ou les identifier. On se rend compte qu'on peut avoir plusieurs motivations primaires. On n'en a pas 5 ou 6, on en a 1, 2, mais on peut en avoir plusieurs. Et on a des outils. On va vous en présenter quelques-uns là, sur comment les identifier. Mais aussi, on a un travail qui peut être fait avec le management, une réflexion personnelle sur le sujet, une réflexion accompagnée par les RH, par les équipes. Et c'est un cheminement. En fait, ça va prendre du temps. Il faut questionner, se questionner, être questionné pour réaliser petit à petit ce qui véritablement, durablement, pérennement nous motive. Et c'est ce travail-là que l'on va vous présenter là maintenant sur comment les identifier, les outils et l'engagement du management autour de cela. Alexandra, tu peux nous parler donc des 8 profils comportementaux de la motivation primaire? Alors, on a choisi de vous présenter le questionnaire de motivation qui s'appelle Profiling. C'est un questionnaire de motivation qui a été élaboré par l'Institut de neurocognitivisme. Il structure les motivations profils en 8 profils comportementaux. Pourquoi comportementaux? Parce qu'on vous disait que la motivation, elle va donner couleur et relief à notre personnalité. Donc, ça veut dire qu'en fonction de nos motivations et personnalités, on va adopter des comportements différents. Les 8 profils comportementaux sont philosophes, stratèges, novateurs, compétiteurs, animateurs, participatifs, gestionnaires et solidaires. Et à travers ces 8 profils, on va avoir un nouvel éclairage de nos leviers d'action, de performance et de plaisir. Si on prend par exemple le compétiteur, Nicole vient de vous en parler, le compétiteur, son plaisir, c'est le dépassement de soi. Quand on est dans la motivation primaire du compétiteur et quand on peut l'exprimer en milieu professionnel, quels sont nos objectifs? De faire mieux, de faire plus vite. On est ambitieux, on va relever des défis, on va se dépasser. On va identifier ce qui ne va pas, les erreurs, les difficultés, les failles
pour améliorer l'efficacité des systèmes, des process, des modes de fonctionnement. Et bien évidemment, on va agir et on va se positionner de manière indépendante. Ensuite, bien évidemment, comme tout outil, le questionnaire de motivation Profiling n'est qu'un support. Un support précieux, certes, mais un support à l'échange et à l'accompagnement, à la fois individuel et collectif. C'est un support intéressant. Pourquoi? Parce que premièrement, il va aider à une prise de conscience de ce qui nous donne de l'énergie et de ce qui nous prend de l'énergie. C'est un outil intéressant aussi parce que ça va nous permettre d'identifier aussi la manière dont je peux éviter de perdre l'énergie et la manière dont je peux me comporter, agir, interagir avec les autres pour éviter la perte d'énergie. Donc, comment je gagne, pourquoi je perds et comment je récupère. Donc, c'est intéressant comme approche. Nicole, et une fois que, bien évidemment, ce questionnaire de motivation demande une formation, demande une certification, mais si on n'a pas le temps, le budget pour se former à cet outil, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait, Nicole? Alors, donc sur le plan managérial, on va d'abord parler de la posture du manager qui va tenter d'identifier les motivations primaires de son collaborateur. Évidemment, c'est une posture d'ouverture, on note de disponibilité et d'empathie. Ça veut dire se mettre dans une situation d'écoute active, de questionnement. Ça prend du temps. On ne se dit pas qu'en une demi-heure, on va réussir à identifier les zones de motivation primaire. On peut s'y remettre en plusieurs fois. C'est aussi une question de langage, on verra. En fait, les mots ne sont pas toujours les mêmes, mais ce n'est pas un objectif court terme et c'est un travail de moyen long terme, je dirais, avec cette posture d'empathie et d'ouverture. Et puis, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, en fait, on va adopter des rôles d'éclaireur et de facilitateur. C'est vraiment questionner son collaborateur sur qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, comment te sens-tu, peux-tu me donner des exemples? Et petit à petit, ensemble, le manager et le collaborateur vont cheminer. Et quand on aura commencé à trouver ces éléments de motivation, ça permettra au manager de booster, parce qu'Alexandra l'a beaucoup évoqué, cette notion de performance durable. Et si on est sur une motivation primaire, on va pouvoir se permettre de prendre des risques avec son collaborateur, de le booster pour aller plus loin parce que c'est stable. Donc, ça permet aussi de développer, de proposer des projets et c'est évidemment intéressant pour tout le monde. Et puis, ça permet de se mettre dans une relation de confiance et de collaboration entre le manager et le collaborateur. Bien évidemment, on parle de médiateur ensuite parce que le manager devra aussi, finalement, en fonction des besoins de l'organisation et de ce que le collaborateur a envie de faire, être en zone de tampon pour se dire, bien sûr, toi, ta motivation primaire, c'est plutôt être stratège. Eh bien, aujourd'hui, en fonction des besoins de l'organisation, on va travailler sur ces thématiques ou non. Mais ce que l'on veut vous dire là, on reparle bien sûr de la zone de performance durable et que ce chantier a du sens parce que finalement, on combine tout, le potentiel, la motivation, le plaisir, le développement des compétences autour d'une stabilité. Et pour ce faire, Alexandra? En fait,
Donc, ça veut dire, pour reformuler et conclure sur ce que Nicole vient de dire, c'est motiver, c'est créer les conditions de l'expression de cette zone de performance durable. Bien évidemment, nous n'avons pas encore trouvé la baguette magique ou de recette miraculeuse. Ça demande du temps. Et je sais que les managers, c'est une denrée qui est de plus en plus rare. Mais après, c'est peser le pour et le contre et se dire qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour moi et pour l'équipe, de consacrer du temps, investir du temps dans ça, ou ensuite essayer de remotiver un collaborateur qui a perdu son implication, qui a perdu son énergie. Prendre du temps à réparer les conséquences de sa motivation sur l'activité, les clients, les équipes, les organisations, ou m'inscrire petit à petit sur la durée, consacrer du temps pour aider mes collaborateurs à découvrir leur zone de performance durable. Ça demande aussi de la patience. Ce n'est pas parce qu'on va poser des questions, ce n'est pas parce qu'on va poser les questions pertinentes qu'on aura tout de suite la réponse. On chemine avec le collaborateur, mais nous devons lui donner à lui aussi du temps pour cheminer avec lui-même autour de ses motivations. Et bien évidemment, ça demande une relation de confiance. Sinon, on risque d'avoir des réponses toutes faites qui vont plus dans le sens de la désirabilité sociale que dans le sens de la performance durable. Et c'est important aussi parce qu'on voit bien que si j'appréhende en tant que manager au RH la motivation de façon individuelle, et si j'essaie dans toute la mesure de possible de répondre aux besoins de la zone de performance durable de mes collaborateurs, ça ne peut avoir qu'un impact positif sur la performance collective. Le tout, c'est aussi de ne pas, je dirais, mettre trop de choses sur les épaules du manager, donc parce qu'il n'a pas toutes les cartes en main pour favoriser cette zone de performance durable, même s'il le voulait. Il a des objectifs, il a des résultats à atteindre, il doit accorder la même attention à tous les collaborateurs, quel qu'il soit leur niveau d'engagement ou d'implication. Et que ce qui est encore difficile et qui prend du temps, c'est qu'il doit trouver un juste équilibre entre les objectifs de l'organisation et les besoins de la zone de performance durable de chacun. Donc, c'est un travail d'ajustement et de réajustement et d'échange au fur et à mesure pour que, je dirais, chacun comprenne, le manager comprenne qu'il ne peut pas tout faire malgré sa bonne volonté, et le collaborateur, il doit comprendre que le manager ne peut pas tout faire non plus parce qu'il y a les objectifs organisationnels. Et par rapport au rôle, à l'approche qu'il peut adopter Nicole, à quel niveau peut-il intervenir le manager? En fait, il y a, on va le voir, trois niveaux. On dit des axes de performance, mais 3 niveaux. Il y a d'abord une réflexion personnelle à faire, à conduire sur ses motivations à lui et sur ses propres fonctionnements. Par individuel, on veut dire travailler avec son collaborateur pour identifier ses motivations avec des entretiens de motivation et on ira après dans le collectif, comme tu viens de l'évoquer, sur la performance collective. Sur l'axe de performance personnelle, le manager doit prendre du temps aussi, du temps pour lui, pour réfléchir à ses propres motivations. On le dit souvent, nous, que finalement, on ne s'occupe pas toujours du manager, c'est celui qui est toujours un peu entre le marteau et l'enclume, et lui, il doit là prendre du temps pour réfléchir à ses motivations durables, comprendre un peu
ce qui se passe sur le plan émotionnel, sur ses comportements dans telle ou telle situation, et puis essayer de trouver sa ligne de motivation, celle dans laquelle il va avoir du confort, de l'énergie et donc de la performance. Et puis ensuite, il va pouvoir travailler avec son collaborateur, avec ses collaborateurs pour faire ses entretiens de motivation. Là aussi, ça va prendre du temps. Ça va se baser sur le principe du questionnement, un vrai questionnement ouvrant, on va le voir après, pour aider les collaborateurs à se positionner véritablement sur leur profil motivationnel. Et puis, trouver aussi des zones dans lesquelles ils vont pouvoir utiliser à bon escient ces motivations, se développer, performer. Et c'est ce que l'on propose de faire, c'est ce que l'on propose aux managers de faire, à savoir, dans une première étape, mieux se connaître et puis ensuite travailler sur ce sujet avec le collaborateur. Comment ? Autour de questions qu'on appelle questions ouvrantes. Ce sont des questions qui sont simples, mais que l'on ne pose pas toujours. Par exemple, quand on dit « Qu'est-ce qui te ressource quand tu es fatigué ?» Bien, ce qui me ressource finalement, c'est de ranger mon bureau, en fait. Et ça, on verrait, ça correspond à un profil motivationnel. C'est de tout lâcher et d'aller discuter avec un collègue. C'est de quitter le court terme pour me remettre sur le long terme. Voilà, des exemples comme ça. Et comment te sens-tu lorsque tu échoues? Est-ce que c'est finalement une façon de rebondir pour aller vers autre chose? Est-ce que c'est pour moi la catastrophe? Vous voyez combien de temps te faut-il pour rebondir? En quoi cette activité te plaît-elle et depuis quand? C'est pour quelles raisons ressens-tu cela? Quelles sont tes pensées? Une liste de questions qui vont nous permettre, avec prudence, on le note bien, interprétons ces réponses avec prudence, n'allons pas trop vite à la solution, mais de se rendre compte de ce qui finalement mobilise notre collaborateur autour d'une motivation qui est stable parce qu'elle est source de plaisir et donc durable. Sur le plan managérial, Alexandra? En fait, ce qui est important aussi, certes, ça prend du temps pour le manager, mais ce qui est important dans ce cheminement, c'est la co-construction. Il ne faut surtout pas que le manager reste tout seul dans son coin ou l'ERH à réfléchir à qu'est-ce qui motive mon collaborateur. Donc, c'est un travail de co-construction pendant lequel on va définir ensemble la zone de performance durable d'un collaborateur. On va identifier ensemble, en fonction des contraintes de l'environnement et de l'organisation, les contextes favorables à l'expression des zones de performance durable. On va trouver ensemble un juste équilibre entre les besoins de cette zone de développement durable et les besoins de l'organisation. Et on va faire des points réguliers. Quand je dis faire des points réguliers, il suffit parfois de 10 minutes pendant lesquelles on se concentre bien, et ça vaut de l'or, pour ajuster, réajuster, augmenter, recentrer l'action du collaborateur en fonction, toujours dans cet équilibre, besoin de sa zone de performance durable et objectif de l'entreprise. La co-construction est très importante et j'ai envie de vous dire qu'avant même d'identifier la motivation primaire du collaborateur, ne serait-ce que se poser autour d'une table, échanger sur ce sujet, poser ces questions et montrer cette volonté de co-construction avec le collaborateur, à moins d'être fou, je ne peux qu'être sensible à l'approche du manager et à vouloir partager avec lui et l'aider à m'aider. Parce qu'en fait, c'est ça, comment le collaborateur va aider le manager
pour que le manager puisse l'aider. Et donc, il y a eu un autre niveau auquel le manager peut intervenir avec cette approche motivationnelle, c'est bien évidemment l'axe collectif. Qu'est-ce qui donc il a identifié, si vous voulez, les profils des motivationnels ou les motivations primaires de ses collaborateurs et il va utiliser le maximum possible la complémentarité des profils. Qu'est-ce que ça veut dire la complémentarité des profils? Un exemple, vous êtes votre motivation primaire et du style participatif, c'est-à-dire que vous avez votre plaisir, c'est dans le partage, dans le soutien, dans l'accompagnement des autres et vous le faites à tout moment de manière gratuite et avec beaucoup de plaisir. Et à côté de vous, vous avez un collègue qui, lui, aurait des motivations de type solidaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'altruisme, c'est quelqu'un qui est basé sur la tolérance. Donc, les mettre ensemble, ça veut dire utiliser leur complémentarité parce qu'ils risquent de bien s'entendre. À l'autre bout, on va repérer les profils incompatibles. Par exemple, je travaille avec Nicole. Nicole a la motivation animateur, donc elle, c'est la liberté, c'est l'improvisation, c'est la créativité, c'est ouvrir tous les champs des possibles. Et moi, je suis gestionnaire. Ça veut dire que je suis dans la sécurisation, l'optimisation, la planification, l'ordre et la rigueur. Vous sentez bien que si vous vous mettez en binôme avec Nicole, ça risque de faire des étincelles. Donc, une fois qu'on a utilisé, on a identifié la complémentarité et les incompatibilités, on va repérer et va comprendre qu'est-ce qui fait qu'à tel endroit, j'ai des relations d'entente, des relations de partage. A contrario, je vais me poser la question, qu'est-ce qui fait qu'à tel autre endroit, les relations sont moins fructueuses? Je sens qu'il y a des poches de tension. Je sens que ça ne va pas. Donc là, le manager est à l'ordre du constat. Et ensuite, ça serait utile qu'il se tourne vers l'équipe et qu'ensemble, avec son équipe, travaille sur ce sujet. Dans un premier temps, ça serait intéressant que le manager partage son constat. Complémentarité, incompatibilité, poche d'entente et de partage ou poche de tension. C'est intéressant qu'ils mettent en lien des profils compatibles en disant voilà ce qui motive l'un et l'autre et voilà ce qui nous semble et ça pourrait vous aider à travailler ensemble. C'est important aussi de mettre en lumière, bien évidemment, sans jugement, sans a priori, les profils incompatibles. C'est très intéressant sensibiliser les uns par rapport aux motivations des autres parce que ça va nous permettre d'accepter plus facilement ce que je n'aime pas ou ce que je n'apprécie pas chez l'autre. Si je me rends compte que Nicole est animatrice, elle, c'est l'improvisation, c'est l'innovation, c'est ouvrir tous les champs possibles, je vais me dire « Ah oui !» et qu'elle fonctionne comme ça de manière intrinsèque, je vais me dire « Ah oui, oui, moi je pensais qu'elle m'en voulait, qu'elle était de mauvaise volonté, qu'elle était têtue, qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. » Vous voyez, ça va me donner un autre éclairage sur le comportement de Nicole et inversement, Nicole va avoir un autre éclairage sur mon comportement. Donc, ça va nous permettre de factualiser, d'expliquer ces aversions. Et c'est intéressant parce que ça va faire baisser les éventuelles tensions au sein d'une équipe. Et bien évidemment, tout ce cheminement, pour arriver à travailler ensemble de manière collective sur les zones de compatibilité de l'équipe pour surmonter les obstacles, contribuer au bien-être au travail, qui est un souci aujourd'hui important des entreprises, sans pour autant oublier la performance qui est attendue. Et si vous voulez, cette approche-là par la motivation primaire
à partir d'individuel jusqu'au collectif, est intéressante, bien évidemment, dans la conduite des changements, dans la résolution des conflits, vous l'avez tous compris, dans la cohésion d'équipe et dans la construction d'une performance durable. Donc, c'est ce qui fait que ce cheminement va nous permettre à la fois d'allier bien-être au travail et performance. C'est ce qu'on appelle la zone de performance durable, individuelle ou collective. Est-ce que vous avez des questions? On accepte toutes les questions, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup, c'est très, très intéressant. J'aurais besoin d'un éclairage supplémentaire par rapport à ce que vous avez expliqué sur la manière dont la motivation se définit chez le tout petit. Oui. C'est-à-dire, enfin, comment ça se Je vais définit? revenir un peu dessus. Oui. En fait, on dit que les études neurologiques, enfin, l'approche neurocognitive, en fonction des connaissances que nous avons à ce jour, parce qu'on découvre tous les jours de nouvelles connaissances, dit que de 0 à 3 mois, on traverse différentes expériences. Des expériences qui vont déclencher chez nous de la sérénité ou du stress ou de l'angoisse. Et que ça va s'imprimer de façon indélébile dans ma mémoire émotionnelle. Et ça va rester toute la vie. Ça veut dire qu'en fonction des expériences que je vis, le signal que je reçois de la part de mon environnement, c'est exprime exprime ce que tu as envie d'exprimer ou n'exprime pas ce que tu as envie d'exprimer. Et la possibilité qu'on nous donne d'exprimer ou pas nos émotions, ce qui peut déclencher de la sérénité et du stress, c'est ça qui va créer une forme d'empreinte dans notre cerveau sur laquelle vont venir se développer les motivations primaires et plus tard les motivations secondaires. Ça laisse une trace, si vous voulez. Les expériences que nous vivons qui déclenchent stress ou sérénité vont laisser une trace. Et on parle d'ailleurs, en fonction de ce qu'on nous permet de faire ou pas, on parle de motivation réussie. Donc, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait ou empêché. Ça veut dire qu'on nous a empêché de 0 à 3 mois d'obtenir ce dont on avait besoin. Et en fonction de ça, on va construire nos motivations primaires. Qui vont peut-être chez certains jamais s'exprimer. Ils seront toujours en motivation secondaire, donc dépendante du résultat ou de la reconnaissance. Nicole, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que ça fait le lien aussi avec notre dernier webinaire sur la gestion du stress, où on parlait de ces notions de stress avec le stress de lutte, de fuite ou d'inhibition. Et c'est dans ce même lit que se créent ces éléments, en fait, sur ces 3 mois et sur cette notion d'empreinte. Et c'est, en fait, on a le lit du calme ou des situations de stress et le lit des motivations qui se superposent. C'est un peu plus clair pour vous, Béatrice? Je remets le son. Oui, merci. Merci pour votre question. D'autres questions? Oui, moi j'en aurais une. Oui. Oui, bonjour. Bonjour.
Moi, je me demande, enfin, quel lien on peut établir avec les profils de personnalité liés au driver en analyse transactionnelle, vous savez, avec le test du ProcessCom, etc. Parce que j'avais jamais fait le lien jusque-là avec la motivation, et votre éclairage, je le trouve hyper intéressant. Et je me dis, il doit y avoir des ponts et des liens à faire. Je ne sais pas s'ils en parlent dans leur livre, M. Fradin, M. Lemoulec, mais je ne sais pas, vous avez des éléments là-dessus? Il me semble que ce que vous dites, vous, la question est hyper intéressante et j'essaie de construire la réponse en même temps que je vous la formule. Il me semble que les drivers de l'analyse transactionnelle soient parfaits, soit ceci, cela. Soit fort et tout. Soit fort. C'est plus de l'ordre de la motivation secondaire. D'accord. Vous voyez? Parce que si je suis parfait, ça veut dire que je vais obtenir la reconnaissance de mon environnement. Si je suis fort, je vais obtenir de la reconnaissance ou les résultats attendus pour mon environnement. Donc, vous voyez bien que si je n'ai pas cette reconnaissance, je vais m'échiner à être parfait et fort. Je le serai, à mes yeux, jamais assez parfait et fort. Ok, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus important chez ces personnes-là qui parfois, nous, quand on les rencontre en coaching, sont dans une véritable souffrance. C'est d'autant plus important de les aider à faire le tri, voyez, à éliminer toutes ces motivations secondaires pour qu'elles arrivent à identifier ce qu'elles ont de plus profond et de plus intrinsèque. Et c'est très salvateur pour elles. Et nous avons une phrase que l'on trouve belle dans cette approche, se sortir des motivations secondaires pour aller vers les primaires. En fait, quand on accompagne les gens en coaching, on dit on va vous aider à ressouffler avec vous le vent de vos primaires. Et c'est l'image qu'on veut porter et qui illustre bien ce que vient de dire Alexandra, parce qu'on accompagne tellement de personnes sur le soi parfait. Oui. Excellent. Merci beaucoup pour votre éclairage à toutes les deux. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, s'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne dans ce qu'on vous a présenté. C'est un lieu de partage aussi entre nous qui sommes intéressés par ces sujets RH hyper intéressants. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'ai une petite question. En tant que manager ou responsable, est-ce que je dois demander à mes employés explicitement ces facteurs de motivation ou je dois les deviner moi-même? Ça dépend peut-être un peu du contexte, mais je pense qu'il faut annoncer la couleur. On disait que c'est un entretien singulier, un entretien particulier, 1, 2 ou 3 entretiens, et dans lequel vous pouvez dire, écoute, et c'est peut-être lié à une situation particulière où la personne est en difficulté, et c'est une solution que vous lui proposez en lui disant, on pourrait réfléchir ensemble à ce qui te motive réellement, ce qui nous permettrait de comprendre les dysfonctionnements ou ton mal-être actuel. Et à ce moment-là, nous, il nous semble important de le dire parce que c'est un entretien à deux. Lui va vous donner des clés, vous allez le re-questionner et ce n'est pas du tout la même chose qu'un entretien annuel, qu'un entretien de recadrage. Et je pense, je ne sais pas ce que tu en penses Alexandra, je pense qu'il faut le nommer ce type d'entretien en disant réfléchissons ensemble à ce qui te motive réellement pour qu'on puisse identifier les zones de bien-être et de performance. Oui, ça peut être aussi, je pense, puisque Nicole a prononcé les mots d'entretien annuel, nous rencontrons de plus en plus d'entreprises dans lesquelles l'entretien annuel d'appréciation s'est un peu vidé de sens.
Et ça serait peut-être intéressant pour vous de transformer l'entretien annuel, vraiment de l'orienter vers les motivations. Il y a aussi une chose, je pense pareil, c'est vous qui avez posé la question, qui m'avait donné l'idée. En fonction de la maturité de l'équipe, de l'état d'esprit de l'équipe, du changement que vous traversez, vous pouvez faire un projet d'équipe, c'est-à-dire identifiant les zones de performance durable individuelle et collective. Ça peut faire partie d'un projet d'équipe, un projet de cohésion d'équipe. Ouais, ouais. Juste ici, je dois peut-être dire que un entretien annuel, je pense que un entretien mensuel, ça sera mieux. Ah oui, bah ça, c'est en Oui. fonction de... Ah, c'est idéal. Un an, c'est très long. Vous savez, l'accumulation des problèmes et du stress et tout ça. Donc, peut-être il faut choisir une durée plus courte Oui, qu'un mois, oui, qu'une année. Ouais. certainement, certainement. Merci pour votre question. Merci, merci à vous. D'autres questions? Comment retrouver sa motivation primaire quand on estime qu'on a un problème pour trouver déjà sa place? Alors, ça, c'est une question. Je ne vous le fais pas dire. Que c'est du même registre, je ne sais pas, mais moi j'aurais envie de dire raison de plus. Raison de plus, si on a du mal à trouver sa place, on peut imaginer que on n'est pas dans notre zone de motivation primaire. En fait, moi, j'ai toujours, d'après ce que je comprends quand je vous écoute, où je reçois un maximum d'informations qui sont très intéressantes, ça là-dessus, il n'y a aucun souci, mais j'ai du mal à me trouver dans la motivation primaire. Alors bon, je ne vais pas vous rentrer dans trop de détails parce qu'on n'est pas là pour ça, mais par contre, dans la motivation secondaire, comment dire, la culture du résultat, le résultat, trouver ma place dans le résultat, atteindre le succès coûte que coûte, montrer les performances même si on ne les a pas. Il y a plein de... Voilà. Donc, la motivation primaire, je trouve ça intéressant, bien évidemment, mais comment moi je la trouve? Voilà. Est-ce que les questions qui sont là peuvent vous aider à la trouver? La question, qu'est-ce qui te ressource quand tu es fatigué? Qu'est-ce qui me ressource quand je suis fatigué? Écouter de la musique. D'accord. Ça me fait partir. J'oublie plein de trucs. J'ai l'impression déjà d'être sur une autre planète, par exemple, pour ne citer que ça, ou alors aller dans la nature. Eh bien, quand on se dit ça, nous qui avons une petite connaissance du profil INC, on sait un peu où vous mettre en termes de… Il y a le côté philosophe, en fait, qui ressort en termes de motivation primaire. Oui. Et ça me parle. Et donc, vous voyez, alors après, il faut faire le lien entre ce que le côté philosophe, comment vous allez faire le lien entre votre motivation primaire qui est autour de la motivation philosophe et votre vie professionnelle. Et les liens se font. Et les liens se font si on prend le temps d'y réfléchir. Mais vous voyez, déjà, rien qu'avec cette question, vous me donnez 2 réponses et on touche déjà un tout petit peu du bout du doigt votre motivation primaire. D'accord. Oui, je vois. Il y a une autre, une fois que vous nous dites j'aime écouter de la musique, j'aime m'évader, me promener, etc. Ça, c'est la réponse spontanée, si vous voulez. Après, parce qu'on vous a dit à un moment donné que
Le travail sur les motivations, c'est un travail cognitif. Donc, c'est un travail de réflexion. Ce n'est pas quelque chose sur l'émotionnel, l'intuition, etc. Vous voyez, quand nous, on vous accompagne, c'est de dire, d'accord, vous aimez écouter de la musique et vous évadez. Mais après, dans un second temps, on va vous ramener un peu sur le terrain professionnel. D'accord. Et ça peut correspondre à quoi, écouter de la musique dans votre entreprise ou dans votre travail ou autour de vous, les postes autour de vous. Et vous évadez, ça peut correspondre à quoi. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un cheminement, parce que autant vous pouvez faire une question très rapide, j'aime écouter de la musique, mais quand on va vous demander comment cette action d'écouter de la musique, comment vous l'associez à quoi en entreprise, là, ça va être plus difficile. Et la réponse, vous avez besoin d'un temps de réponse. Ça ne va pas se faire en entretien. Vous voyez? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. D'autres questions? Oui, j'en ai une. Est-ce que cette cartographie des motivations primaires proposée par Profilink, elle est disponible quelque part, même si on n'est pas formé? Non. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il y a la présentation du questionnaire, mais elle n'est pas disponible. D'accord. Parce qu'effectivement, on sent qu'il y a beaucoup de matière et que ça peut donner des clés de lecture intéressantes. Mais ça donne envie de se former, inversement. C'est bien aussi. Exactement. Ouais. Donc, n'hésitez pas à lire ce livre, Manager selon les personnalités. Vous allez trouver un peu de ce qu'on vous a dit, mais surtout des astuces, des conseils pour, je dirais, pour manager différemment vos collaborateurs et la performance de votre service ou de votre équipe. Il ne s'agit pas de faire plus ou mieux, on le sait tous, mais différemment. D'autres questions? Bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition par mail, par LinkedIn. Vous pouvez nous les poser. Nous ferons le plaisir de vous apporter la réponse la plus pertinente. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre thématique qui pour l'instant est confidentielle. Bon, merci de votre participation et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.